Alors, bonjour. Vous savez que c'est le séminaire aujourd'hui de Kmar Beldana et de Jérémy Furnis sur les recherches, les chercheurs, présentants de travaux. Et donc aujourd'hui, on est heureux d'inviter Mohamed Ali Marwani, qui est économiste, qui est collègue à l'université de Paris 1. Moi, je suis en histoire, il est en économie. Maître de conférence qui a soutenu sa thèse à Montpellier, je crois, en 2003 sur déjà des questions très proches, puisque c'était déjà sur les marchés de l'emploi, ça concernait la Tunisie, donc c'était des sujets qu'il maîtrise très bien. Il est actuellement représentant de l'IRD, l'Institut de la recherche et du développement en Tunisie, et donc il est chargé de projets de coopération avec des investissements à la clé. Ce n'est pas tout à fait un centre de recherche analogue à l'IRMC, puisque c'est plus opérationnel. Et d'ailleurs, il appartient à un laboratoire à Paris 1, qui est le laboratoire développement et société. Je crois que c'est l'IEDES, c'est ça? C'est le nouvel nom, hein, l'IEDES. Voilà, donc il appartient par ailleurs à plusieurs organismes de recherche, par exemple l'Institut Convergence Migration, dont il est membre. Et il va aujourd'hui nous présenter donc des travaux, enfin une présentation tout à fait en ligne dans ses travaux habituels qui s'intitule Évolution de la nature du travail, emploi et inégalité en Tunisie sur les 2 dernières décennies, étant entendu que la Tunisie, comme on l'a dit dans un récent séminaire, a connu une période de bouleversement considérable durant ces 2 décennies, puisqu'au fond, elle est entrée dans les systèmes des accords de libre-échange avec l'Union européenne et derrière l'Union européenne, la Chine, puisque la Chine est entrée dans l'OMC en 2004. Et donc, elle a été mise en quelque sorte, la Tunisie, comme les autres économies du Maghreb, en compétition avec l'économie mondiale et avec l'industrie asiatique. Et du coup, on comprend bien que ça entraîne des transformations structurelles du travail, du marché de l'emploi. Et il faut ajouter qu'en plus, des événements propres à la Tunisie se sont déroulés bien sûr depuis la Révolution de 2011, avec là aussi quelque chose qui n'était pas prévu par les économistes à l'époque de Ben Ali, c'est-à-dire l'éruption du facteur humain, l'éruption des grèves, l'éruption d'une inflation très importante, et donc alors sans parler du Covid, évidemment, ça c'est encore autre chose, mais il ne va pas nous parler que du Covid, il va nous parler de cette situation et de son évolution depuis une vingtaine d'années. Donc je te donne la parole. Tu en as pour combien de temps à peu près? 3/4 d'heure, 1 heure? Ouais, c'est ça? Parfait. Et puis ensuite, on fera un jeu de questions-réponses. Voilà. À toi, moi, mes amis. Merci beaucoup à Pierre. Donc c'est un plaisir d'avoir un collègue que je connais depuis très longtemps donc, qui me présente. Merci à Jamie et à Marc de m'inviter et de me donner l'occasion d'accélérer ce papier en fait, parce que ça fait un an qu'on travaillait dessus. Donc c'est une recherche dans le cadre d'un programme international de l'Université des Nations Unies, l'UN-WIDER, sur plusieurs pays, donc avec une comparaison. Et donc avec ma collègue Fong Liming qui doit nous suivre sur Facebook, on a travaillé ensemble donc à partir des données tunisiennes. Donc c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant parce que on aborde un peu notre présent et notre futur. Quand je dis notre, c'est pas la Tunisie, c'est le monde. En fait, c'est la question qu'on pose ici, c'est la question qui est discutée depuis quelques années déjà, près de 2 décennies aux États-Unis, depuis 4-5 ans en Europe de plus en plus. Et ce projet est le premier à avoir lancé le débat dans les pays en développement. Donc je trouve que voilà, là on rentre vraiment de plein pied dans le XXIe siècle. On parle plus de... c'est notre avenir en fait à tous, c'est est-ce qu'il va y avoir du travail ou pas en gros pour le commun des mortels dans 10, 20, 30, 40 ans, ou est-ce que c'est des machines qui vont remplacer les humains partout et on va tous regarder les machines. Voilà, c'est de manière un peu caricaturale, mais c'est vrai que c'est un peu le débat aujourd'hui. Alors, il y a 2 écoles en fait dans cette histoire de l'automatisation et de son impact. Il y a l'école optimiste, donc il dit il y a toujours eu de l'automatisation et on s'en est toujours sorti. Donc avec la révolution industrielle, il y a eu les machines. Ensuite, il y a eu, quand on regarde le début du siècle dernier, par exemple aux États-Unis, 40% des gens étaient agriculteurs. Ici, probablement 90%. Et aujourd'hui, il y a 2% d'agriculteurs et pourtant
les 38% restants ne sont pas au chômage aujourd'hui. Ils font autre chose. Ils font des smartphones, donc, il y a des nouveaux emplois qui ont été créés. Et donc les optimistes disent qu'il y aura toujours des nouveaux emplois, on va toujours s'en sortir. Pour les pessimistes, évidemment, les robots vont remplacer les gens et ça va être le chômage de masse. Et en fait, c'est pas aussi évident aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles choses, notamment avec l'intelligence artificielle. Ce qui est nouveau, c'est que les cols blancs sont menacés. Avant, c'était surtout les ouvriers qui étaient menacés. Les machines étaient là pour remplacer les ouvriers. Là, aujourd'hui, c'est quand même une nouvelle... Et donc, il y a toute une littérature économique qui est apparue aux États-Unis et progressivement ailleurs. Depuis 17 ans, le premier papier, c'est 2003. Donc, sur la question des nouvelles tâches. Donc, c'est une nouvelle approche des sciences économiques, totalement nouvelle, sur cette question des tâches. On analyse plus simplement l'emploi qualifié et non qualifié comme on faisait avant, mais on a un certain nombre de tâches qu'on va regarder. Et donc je vais passer au point suivant, donc du papier un peu central de cette histoire. La question part de l'informatique en fait à l'origine, donc c'est l'informatisation qui a permis d'une part de réduire un certain nombre d'emplois, donc toutes sortes d'emplois de secrétariat, de commis, donc tous ces travaux qui ont été remplacés par les ordinateurs. Et par contre, pour d'autres, c'est une chance, évidemment. Donc, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, ils voient leur productivité exploser puisqu'ils peuvent faire une tâche en un jour. Rien que moi, à mon âge, j'ai déjà vu les ordinateurs fin des années 90 et ceux d'aujourd'hui. Avant, pour faire tourner un programme, on mettait des fois 2-3 jours et on devait attendre. Et s'il y avait le moindre bug, c'était tant pis pour nous. Alors que maintenant, ça se fait en quelques secondes, voire quelques minutes maximum. Donc, pour d'autres, c'est une chance, évidemment, l'informatisation. Mais cette nouvelle approche donc, de l'emploi, elle va distinguer 5 types de tâches. Donc 2 pour les plus qualifiés, c'est ce qu'on appelle les tâches analytiques et interactives. Donc analytique, c'est les décideurs, en gros, pour faire simple. Interactive, pour faire très simple, ça peut être les profs, par exemple. Donc, ils ont un échange. Il y a les cognitives routinières. Donc ça, vous pouvez l'exemple, en Tunisie, c'est le gars qui travaille à la municipalité. Donc le gars qui va vous imprimer votre extrait de naissance, cliquez sur un truc et vous le donnez. Vous imaginez tout de suite que lui, il peut être remplacé en 15 secondes par un ordinateur. Et ensuite, au niveau du manuel, il y a aussi le routinier et le non routinier. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste les manuels sont routiniers ou l'inverse. Alors par exemple, dans le manuel, un gars un chauffeur par exemple, lui, c'est pas routinier, parce qu'il faut qu'il sache se débrouiller, passer les... Alors que quelqu'un qui porte des caisses, par exemple, il peut être facilement remplacé par la moindre machine. Donc c'est l'idée, est-ce que mon travail peut être remplacé par une machine de manière simple ou pas? Et évidemment, il y a une course contre la montre de l'intelligence artificielle pour essayer de plus en plus de remplacer des travaux de plus en plus compliqués. Mais de l'autre côté, donc, il y a d'autres aspects qui sont de plus en plus importants, tels que l'empathie, tels que vraiment c'est cette idée, est-ce que c'est reproductible ou pas? Et l'échange évidemment entre le reproductible et le non reproductible est en train de changer avec le temps, puisqu'on programme de plus en plus des choses reproductibles. Donc, cette histoire de tâches, c'était pour essayer d'expliquer un phénomène qui a été observé aux États-Unis et dans des pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la polarisation de l'emploi et des salaires. Alors, c'est quoi cette histoire de polarisation? Je vais voir si ça marche. Ouais, ça continue à marcher. Je ne l'ai pas utilisé depuis pas rien, ça, donc je suis content de le retrouver. Donc, la polarisation, vous voyez cette courbe. En fait, là, on a les pourcentiles, les centiles de la distribution. Donc là, c'est les plus pauvres, là, c'est les plus riches. Et là, on a la variation dans le temps. Et vous voyez qu'il y a un creux là, en gros, entre les 20% et les 60%. C'est là qu'il y a la partie la plus basse. Ça veut dire que les moins qualifiés s'en sortent, les plus qualifiés, évidemment, plus que s'en sortent. Et par contre, ce ventre mou là, c'est eux qui galèrent le plus. Donc il y a une grosse difficulté pour cette partie-là. Et ce phénomène, on n'arrivait pas facilement à l'expliquer s'il n'y avait pas eu cette théorie de tâches. En gros, pour vous la faire courte, là, ces gens-là, en fait, c'est eux qui font les tâches les plus routinières. Donc là, il y a des gens qui font des choses manuelles mais pas routinières. Là, il y a des gens qui font des choses très sophistiquées. Mais toute cette partie-là, donc, c'est les gens qui font du travail routinier. Et alors, la question qui se sont posées les chercheurs aux États-Unis, c'était que deviennent les gens qui étaient moyennement qualifiés? Donc tous ces gens qui faisaient ces travaux à la poste, qui faisaient les travaux de base, de secrétariat de base, de commis. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la plupart sont devenus plutôt des emplois non qualifiés. Donc s'ils étaient montés de catégorie, ça n'aurait pas été un problème, on aurait dit c'est l'ascenseur social, c'est super. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la plupart sont passés dans la catégorie en dessous, sauf ceux qui avaient des niveaux d'éducation supérieurs élevés.
Et il y a aussi une différence selon l'âge. Donc les plus jeunes se sont retrouvés plus facilement, ont pu s'adapter plus facilement. Les plus âgés, comme ils avaient une certaine expérience, si vous avez fait 25 ans ce travail de mettre le tampon sur le truc et de le donner aux gens, c'est difficile pour vous de pouvoir faire un autre travail. Donc les plus âgés ont été les plus affectés négativement. Alors, maintenant, autre point qui a été aussi important dans le débat, c'est la question des rendements de l'éducation. Donc cette question des rendements de l'éducation est très importante en économie. C'est de voir si vous étudiez une année de plus, par exemple, est-ce que ça vous rapporte ou pas. Donc est-ce qu'un diplômé du supérieur gagne plus ou moins qu'un diplômé du secondaire et un diplômé du primaire, etc. Aux États-Unis, ces rendements de l'éducation explosent. Je vous dis tout de suite, en Tunisie, c'est exactement l'inverse et dans les pays de la région, évidemment, pour les mêmes raisons, enfin, sauf qu'elles sont symétriques. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une explosion de la demande de tâches cognitives, donc ils font de plus en plus des choses sophistiquées, et par ailleurs, ils ont le problème inverse que nous on a, c'est qu'un ralentissement de l'influx de nouveaux diplômés du supérieur. Donc ça s'est arrêté. Il y a très longtemps, par exemple, les femmes qui sont rentrées sur le marché du travail, qui ont étudié et sorties sur le marché du travail, ça a pu créer à un moment une augmentation. Et ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam qui a joué un rôle important parce que les gens allaient étudier le maximum pour éviter de se retrouver dans la guerre, quoi. Et donc, à la fin des années 70, bon, à la fin de la guerre du Vietnam, ça a réduit du coup l'offre de diplômés aux États-Unis. Donc ça, c'est un papier qui montrait ça. Donc ils ont eu cette question-là, et en parallèle, il y a eu une baisse du revenu des moins éduqués. Donc les plus éduqués, ça a augmenté parce qu'il y a une hausse de la demande et une baisse de l'offre. Pour les moins éduqués, c'est l'inverse. Donc le changement technologique, évidemment, est contre eux. Il y a eu aussi la mondialisation. Donc il y a des papiers récents qui ont montré que l'impact de la Chine était négatif. On a pu quantifier par région l'impact négatif de la Chine, par exemple, sur les emplois et les salaires des non qualifiés aux États-Unis. Et la baisse du pouvoir des syndicats. Alors ça, c'est aux États-Unis, c'est très fort. Donc, salaire minimum, par exemple, a beaucoup baissé. Beaucoup de phénomènes de ce type. Bon, maintenant, on va arrêter de parler des États-Unis, puisque c'est quand même loin de nous, et puis c'est quasiment symétrique. Mais c'est vrai que pourquoi on parle beaucoup des États-Unis? Parce qu'évidemment, les concepts sont souvent lancés là-bas. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qui se passe dans les pays en développement. Est-ce qu'il y a eu une polarisation de l'emploi et des salaires chez eux aussi? Donc, par exemple, il y a eu des travaux sur la Chine qui montrent qu'on a eu une polarisation, mais pas du même type. Donc, on a vu tout à l'heure, il y avait eu un U pour le cas des États-Unis et l'Europe. Pour le cas de la Chine, ils ont montré que c'était un L. Ça veut dire qu'il y avait une baisse. Il y avait une baisse pour les moyennement qualifiés et une hausse pour les non qualifiés, mais pas l'inverse. On n'a pas la hausse pour les plus qualifiés. Donc c'est une courbe juste comme ça, et il n'y a pas cette partie-là. On le verra tout à l'heure sur les données tunisiennes, on retrouve la même chose qu'en Chine, en fait. Et on se pose la question, quelle est la principale cause? Est-ce que c'est vraiment l'informatisation aussi, ou est-ce qu'il y a d'autres forces plus importantes? Ce qu'ils ont trouvé pour la Chine, par exemple, c'est que c'est l'inverse que ce qu'on observe dans les pays riches, c'est-à-dire que les tâches routinières ont augmenté. Évidemment, donc c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est que tous ces emplois, qui sont toutes ces industries, donc compte tenu des tâches routinières de l'industrie manufacturière de base, etc., elles sont parties en Chine, au Bangladesh, au Vietnam. Donc on observe en général les phénomènes symétriques. D'où des fois la difficulté d'ailleurs, parce qu'on applique des fois les théories qu'on a apprises sur l'Europe et les États-Unis, mais des fois, elles sont bonnes, mais il faut savoir les appliquer avec le raisonnement inverse, puisque les conditions sont des fois symétriques, des fois totalement différentes. Il y a une analyse intéressante sur l'Ukraine aussi, qui montre qu'on observe les mêmes types de résultats, mais pour des raisons différentes. Donc en Ukraine, qui est un pays en pleine transition, c'est plutôt la désindustrialisation, développement de l'agriculture de subsistance. Ça, ce sera intéressant de voir. Pour la Tunisie, on a aussi un regain de l'agriculture. Et le développement des services à faible valeur ajoutée, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve en Tunisie. Alors maintenant, la Tunisie, donc on arrive au plat de résistance. Donc, résumé, Pierre en a dit une partie tout à l'heure. Donc, avant la crise de 2008, la Tunisie faisait à peu près 5% de croissance en moyenne. C'est un pays donc, qui a beaucoup investi dans l'éducation, donc l'enseignement, notamment supérieur, augmenté de manière très importante jusqu'à il y a très peu de temps. On a commencé à peine il y a quelques années à avoir une baisse du nombre d'étudiants en valeur absolue en Tunisie. Et ce qui s'est passé donc avec la révolution, c'était cette poussée démographique plus une faible demande de travail qualifié
qui a entraîné chômage, déclassement, frustration et une des causes de leur évolution. Donc qu'est-ce qu'on se pose comme question ici? C'est d'abord de voir l'évolution des inégalités de rémunération. Alors j'insiste ici sur le mot rémunération. Pourquoi j'insiste sur le mot rémunération? Parce qu'on va juste regarder les inégalités entre les salariés. Parce que les résultats que je vais montrer sont très probablement pas valables si on prend en compte les capitalistes, pour faire simple. Donc là, c'est vraiment entre salariés comment ça évolue. Il faudrait une autre étude avec d'autres données, parce que là, on utilise des données d'une enquête emploi, donc qui va demander aux salariés combien ils gagnent, combien ils perdent, enfin combien ils gagnent. C'est une enquête de revenus de ménage ou d'autres utilisant des services fiscaux comme Thomas Piketty fait, qui permet d'étudier. Donc nous, vraiment, là, c'est important de le dire, qu'on reste entre salariés. Donc on va essayer de voir cette dynamique des professions, quelles sont les professions qui se développent, quelles sont les professions qui... pour essayer de réfléchir aussi à l'avenir. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est une situation où on va voir que c'est totalement symétrique à ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on a une hausse, enfin en tout cas jusqu'à une certaine période, une hausse de l'offre de diplômés du supérieur et une demande qui reste relativement faible, puisque la spécialisation tunisienne est plutôt sur des produits non sophistiqués. Et une question importante qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a une dynamique différente avant et après la Révolution? Ça, c'est un point essentiel de l'analyse. On verra, il y a des choses qui changent. Certaines choses sont troublantes. Je trouve troublantes. Alors, les données, donc on utilise les données de l'enquête nationale de population et d'emploi. Donc, sur 3 vagues, donc on utilise celle de 2000, 2010, donc juste avant la Révolution, et 2017, parce que quand on a commencé à travailler en 2019, c'était la dernière disponible. Voilà, donc c'est un peu une proxy, c'est avant le Covid évidemment, mais c'est un proxy de l'après-révolution en Tunisie. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Juste vous dire que j'ai enlevé un peu tout ce qui était technique évidemment du papier, puisque c'est un papier plutôt d'économie quantitative, et comme on a face à un public beaucoup plus large, donc je présente plutôt les résultats, et rien de tout ce qui est économie, évidemment. Alors, ça me paraît vraiment essentiel à présenter, c'est les rendements d'éducation. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Donc, les rendements d'éducation, on voit ici, par exemple, ça c'est pour les diplômés du supérieur. Donc là, vous voyez que c'est supérieur quand c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'un diplômé du supérieur gagne plus que quelqu'un qui n'a pas d'études. Là, un diplômé du secondaire par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'études. Donc ça, c'est les rendements d'éducation. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont baissé beaucoup entre 2000 et 2010. Et là, la baisse s'est ralentie récemment. Voilà, cette forte baisse, en fait, d'après moi, l'une des explications principales, c'est qu'il y avait énormément d'étudiants qui sortaient sur le marché. Et donc, comme il y en a énormément, l'offre devient très importante. Il y en a beaucoup qui sont au chômage, mais aussi leur salaire relatif baisse. Par contre, après la Révolution, donc, ça s'est stabilisé, voire même pour les femmes ici, puisque là c'est hommes et là c'est femmes. Pour les femmes, il y a même un regain des rendements d'éducation. Là, une de mes hypothèses, c'est la reprise de l'emploi public. Parce que les femmes sont beaucoup dans l'emploi public en Tunisie. Et donc la reprise de l'emploi public aurait favorisé une certaine reprise, disons, des rendements de l'éducation. Donc cette histoire des rendements de l'éducation, c'est quand même important parce que c'est le principal facteur de mobilité sociale. C'est-à-dire que, pour les gens en tout cas qui viennent de milieux relativement défavorisés, ce qui a permis de s'en sortir à un moment donné, c'était ces rendements d'éducation. C'est-à-dire on étudie et on gagne plus que si on était resté sans éducation. L'autre élément que les économistes utilisent beaucoup, c'est ce qu'on appelle la courbe de Lorenz. Là, on ne voit pas le trait, malheureusement. Donc cette courbe de Lorenz, en fait, ça c'est le trait d'égalité parfaite. Et ça, c'est les courbes de la situation des inégalités. Ça, c'était en 2000, en 2010 et en 2017. Donc on voit qu'en Tunisie, cette courbe s'est rapprochée de la courbe d'égalité parfaite. Ça veut dire que les inégalités entre salaires ont été réduites, et surtout entre 2000 et 2010. Donc on essaiera de voir par quel mécanisme. Donc par exemple, au Brésil, vous trouverez une courbe plutôt comme ça. Et puis dans les pays d'Europe occidentale, vous trouverez une courbe plutôt plus proche de la... Mais en Tunisie, déjà, ce n'est pas un pays très inégalitaire, autour de 30%. Donc l'autre valeur qu'on utilise beaucoup, c'est le coefficient de Gini. Donc là, il était de 35% en 2000, il est de 29% en 2017. Donc ça, c'est le Gini des salaires. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, c'est 55, 56. En Amérique latine, on trouve même des cas de 60%. Donc c'est des pays beaucoup plus inégalitaires.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder au-delà du coefficient de Gini, donc qui a baissé, donc on a une baisse des inégalités, surtout dans la première période, des ratios interquantiles. Alors, ça veut dire quoi ces ratios interquantiles? Vous trouvez ce genre de chiffres souvent dans des publications d'Oxfam ou autres qui font grand bruit dans le monde, les 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres. Donc là, quand vous regardez le ratio 90 sur 10, c'est le ratio des gens qui sont dans le quantile, c'est-à-dire dans les quantiles des 90% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres. Et donc vous allez faire ce ratio entre les gens de 90% et le 10%, et on voit qu'en Tunisie, ça a baissé, donc de 2000 à 2017. Par contre, quand on regarde par 90 au 50 et 50 au 10, donc c'est 50 c'est les gens du milieu, on voit que sur les 50, sur les 10, a beaucoup plus baissé. Ça veut dire que les plus pauvres se sont plus rapprochés des moyens que les moyens des riches. Donc là, on voit que l'inégalité totale a baissé, mais plutôt par en bas. Donc c'est plutôt les plus pauvres qui ont augmenté. Ça aussi, c'est des choses intéressantes. On parle beaucoup aujourd'hui du 1% le plus riche, parce que Thomas Piketty a beaucoup parlé de ça. Mais ça, c'est important de regarder les inégalités dans toutes leurs dimensions. Donc est-ce que ça monte d'en bas? Est-ce que ça vient des 1% le plus riches? On peut aussi donc, faire ce qu'on appelle une courbe d'incidence de la croissance. Donc là, on voit vraiment à tous les niveaux, donc du premier pourcentile de la distribution jusqu'au dernier, on peut voir comment ont évolué les inégalités. Donc, je vais pas trop... par contre, la couleur a changé là, c'est marrant. Ça me paraît vraiment... C'est un graphique très simple et je le trouve très puissant pour expliquer l'évolution de la situation. C'était rouge et bleu chez moi. Là, ça devient... C'est un filtre IRMC, ça, c'est ça? Oui. Non, mais c'est... Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, en fait? On voit l'évolution des salaires pour des parts d'emploi, pardon. Des parts d'emploi pour les basses, moyennes et hautes qualifications. Donc, on voit, si on regarde, par exemple, pour les basses qualifications, la part dans l'emploi a augmenté entre 2000 et 2010 et entre 2010 et 2017. Donc, eux, ça augmente. Par contre, le plus intéressant, c'est que pour les moyennement qualifiés, leur part baissait entre 2000 et 2010, et avec les différentes couleurs. Par contre, la part des hautement qualifiés augmentait. Et en 2010-2017, ça a changé, c'est l'inverse. Donc les hautement qualifiés, leur part baisse, alors que la part des moyennement qualifiés augmente. Ça, vraiment, je trouve que c'est un résultat... c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant que dans une économie, on commence à avoir la part des gens, des diplômés du supérieur qui baisse en valeur par rapport aux moyennement qualifiés. Donc l'évolution d'avant, c'était une évolution comme ce qui se passait ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs. Là, on commence à voir l'évolution inverse. Ça veut dire que du point de vue de la croissance, ça veut dire du point de vue de l'avenir, du point de vue des... on est en train de reculer par rapport à une période où leur part est en train d'augmenter. Donc pour moi, c'est un résultat auquel il faudra vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui fait que dans cette économie, on a la part des diplômés du supérieur qui baisse depuis 7 ans? Alors que leur nombre n'a pas arrêté d'augmenter au niveau de l'offre. Alors si on regarde, ça c'était sur les salariés seulement, si on prend en compte aussi les indépendants, on trouve des résultats un peu différents, pas sur le fond, mais les amplitudes sont différentes. Donc ça veut dire que les travailleurs indépendants et les salariés, c'est pas exactement la même dynamique. Donc c'est intéressant à chaque fois d'essayer de regarder qu'est-ce que nous apporte. Mais bon, sur le fond, ça change pas le résultat principal. Maintenant, on va essayer de regarder au niveau des professions, à un niveau un petit peu plus fin, au niveau de 9 catégories, et essayer de voir quelles sont les évolutions pour ces 9 catégories. Donc de la plus élevée, les managers, aux travailleurs élémentaires. Donc on a 9 catégories de travailleurs. On va essayer de voir quelles sont les dynamiques pour ces 9 catégories. Mais avant cela, un petit passage par les secteurs. Donc Pierre a parlé tout à l'heure de changement structurel. Donc ça, c'est un graphique qui résume un peu le changement structurel sur la période récente. Alors la première constatation, c'est que ça n'a pas beaucoup bougé. Donc l'économie tunisienne est relativement stable. Quand on regarde la part des 5 secteurs majeurs, il n'y a pas des mouvements énormes. Donc c'est quand même un pays qui ne bouge pas des masses. Par contre, il y a quand même des choses importantes. Par exemple, la part de l'agriculture a baissé entre 2000 et 2010. Évidemment, si on regarde, j'ai fait un papier sur une période beaucoup plus longue,
Si on regarde depuis les années 60, la part de l'agriculture devait être 60%. Donc ça baisse, c'est un mouvement continu qui a commencé il y a très longtemps. Mais ce que vous remarquez ici, c'est qu'entre 2000 et 2015, 2010 et 2015, la part de l'agriculture remonte. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel. Et en fait, l'une des explications, c'est que les autres secteurs ont eu beaucoup de problèmes depuis la Révolution, notamment des grèves, toutes sortes de soucis. L'agriculture a été relativement préservée. Donc l'agriculture a continué à travailler, de toute façon la demande pour la nourriture était là. Et il y a eu... Alors évidemment l'agriculture dépend de la pluie, donc il y a des années où elle est excellente, des années moins, mais grosso modo l'agriculture est un secteur qui a été relativement stable, qui a permis souvent à la Tunisie de s'en sortir, y compris sur les exportations, y compris... Là c'est mon biais ingénieur agronome qui repart. C'est un refuge, on a vu la même chose en Espagne après la crise de 2008-2010, les gens sont revenus à la campagne dans leur ferme d'origine, parce que ça a assuré un minimum de garantie de revenus. D'accord, c'est intéressant ça. Ouais. Ça, je n'ai pas de chiffres exacts, mais ce que je vois, c'est qu'au niveau à la fois de la production et des exportations, l'agriculture est pas mal revenue. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a observé. L'autre phénomène, par contre, qui a continué sur le long terme, c'est les services. Donc, la part des services, elle est près de 60%, plus de 60% maintenant. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on voit partout dans le monde. La question, c'est quels services. Donc, dans les pays développés, c'est des services très sophistiqués. Chez nous, c'est des services probablement moins sophistiqués, donc ce n'est pas exactement les mêmes types de professions qui sont embauchées. Et il y a quelque chose sur les services publics, mais avec votre graphique, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas la partie. Donc il y a une partie des services publics, donc ça a augmenté en fait, entre 2010 et 2015. Donc ça, c'est l'effet de la Révolution. Donc il y a eu une hausse des dépenses publiques dans l'administration, beaucoup d'embauches. Et donc, il y a une hausse. Donc ça aussi, ce n'est pas le même phénomène observé dans d'autres pays. Là, c'est vraiment l'effet révolution. Donc si on regarde de manière un peu fine ce qui se passe dans les différentes professions, donc on a beaucoup de chiffres. J'aurais bien aimé faire des petits cercles sur... Alors, le premier résultat sympathique, enfin sympathique pas pour eux, mais c'est ce qu'on appelle les clerks. Donc les graphiques sont en anglais, parce que j'ai tiré tout ça, l'article il est en anglais en fait, j'ai juste traduit les... donc là, vous avez un phénomène qui est le même, qui a été accéléré entre 2010. Ça, c'est l'évolution de l'emploi. Donc la part de l'emploi de chaque catégorie entre 2000, 2010 et 2017 et le taux de croissance. Donc on voit que pour cette catégorie, il y a une baisse continue. Donc ça, c'est l'effet baisse de la routinisation sous l'effet de l'informatique et compagnie. Par contre, ce qui est nouveau, c'est pour l'agriculture, par exemple. Vous voyez, pour l'agriculture, entre 2000 et 2010, il y avait une baisse régulière des emplois agricoles. Là, on a une hausse de 6%. Donc ça, c'est vraiment un phénomène majeur qu'on observe. Ça, c'est l'autre phénomène qui est très important, c'est la part des professionnels. Donc ce qu'on appelle les professionnels ici, c'est les médecins, c'est les ingénieurs, c'est les profs d'université. Donc ces gens-là, leur part, entre 2010 et 2010, elle a baissé de 3,54%. C'était le phénomène qu'on a vu tout à l'heure, baisse de la part des high skills. Ça, c'est une chose inquiétante, par contre, de voir que la part... Ah, pardon, c'est les techniciens. Les techniciens, c'est la catégorie d'en dessous. C'est la même chose, mais c'est la catégorie d'en dessous. Ça veut dire, quand c'est des médecins qui sont professionals, les techniciens, c'est les infirmières. C'est les aides laboratoires, c'est les techniciens supérieurs. Donc c'est pareil, mais c'est le même phénomène, donc un peu moins grave que si c'était ça, mais ça a aussi un effet. Maintenant, on va voir comment ça se traduit en termes de salaire. Alors, en termes de salaire, on voit que les catégories les plus basses voient leur salaire augmenter. Donc, c'est ce qui explique la baisse des inégalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le résultat aussi important à voir, c'est que les managers ont vu une baisse, petite mais baisse du salaire des managers. L'autre résultat aussi, c'est que pour les services, donc il y avait une petite baisse. Là, on a une hausse du salaire des travailleurs dans les services, donc sous l'effet du phénomène de l'augmentation de la production dans les services. Mais globalement, donc c'est vraiment les travailleurs les plus élémentaires qui ont vu leur part, parce qu'ils sont de plus en plus rares. Je veux dire, si vous êtes dans l'agriculture en Tunisie, c'est un phénomène que vous voyez tous les jours. Quand vous cherchez un ouvrier, c'est presque impossible d'en trouver, donc les salaires ont commencé à augmenter petit à petit. Je veux dire, il y a un salaire minimum, mais il n'a aucune importance parce que c'est l'offre et la demande. Et comme il y a très peu d'acteurs, parce qu'il y a de moins en moins de gens, évidemment, qui restent à la campagne, et donc il y a de moins en moins d'ouvriers agricoles, et la demande est énorme. Est-ce qu'on voit? Alors, il y a des lignes qu'on ne voit pas ici. Donc, il y a des courbes, en fait.
vous n'arrivez pas à les... Donc là, on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la distribution, changement d'emploi et salaire par centile de qualification. Donc là, c'était pour voir, est-ce qu'il y a un phénomène de... Est-ce qu'il y a un phénomène comment ça s'appelle? Phénomène de... Polarisation, pardon, puis tout à l'heure, je n'ai pas le mot. Donc on veut regarder la polarisation, voilà. Donc avec ce graphique, on veut essayer de voir s'il y a une polarisation. Alors au niveau des salaires et au niveau de l'emploi, au niveau de l'emploi, il n'y a pratiquement rien. Et au niveau des salaires, donc on voit là, on a cette, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une espèce de L. Donc il n'y a pas, comme aux États-Unis, un U, mais il y a donc cette partie où il y a plus de hausse pour les moyennement qualifiés. Par contre, ça c'est entre 2000 et 2010. Par contre, quand on regarde entre 2010 et 2017, on ne voit plus ce phénomène. Donc c'est un phénomène qui se passait beaucoup à cette période-là et moins à cette période-là. Alors je vous donne tout de suite, a priori, notre explication, c'est l'explosion du bâtiment pendant cette période, parce que les travaux de construction appelaient énormément d'ouvriers, et c'est une période où il y a eu énormément de construction, beaucoup à la fois en termes d'investissement, à la fois travaux publics, etc. Et on va le voir en fait avec les... C'est-à-dire à la fin de Ben Ali, les dernières années ou... Il y a quand même 10 ans, quoi. Oui, c'est ça. On ne voit plus là. Dommage. C'est ça que je voulais vous montrer, et je reviendrai après. Donc je voulais vous montrer, vous voyez... Ah, pardon. Donc là, je cherche... Voilà, on le voit, c'est ça en fait. Là, vous ne lisez peut-être pas, vous, mais c'est la construction. Donc on a eu une hausse donc, de la construction qui explique en fait, parce que les travailleurs en construction sont essentiellement des travailleurs non qualifiés, donc qui explique cette hausse ici. À cette période-là, c'était surtout la construction. Maintenant, c'est revenu l'agriculture. Donc l'autre point, c'est le calcul ce qu'on appelle le RTI. C'est le ratio qui permet de calculer la routinisation d'une économie. Et donc on va rassembler ce qui se passe dans les différents secteurs et professions, et on va voir si un pays, son taux augmente ou pas. Donc pour la Tunisie, ça augmente entre 2000 et 2017. On a deux types d'indicateurs. Un qui s'appelle country specific et l'autre honnête. Alors c'est quoi cette histoire de country specific et d'honnête? Honnête, c'est basé sur un dictionnaire américain des professions. C'est-à-dire que au début, dans le monde, le premier pays qui avait fait ça, c'est aux États-Unis. Donc il y a un dictionnaire qui va vous donner pour chaque profession, donc plusieurs milliers de professions, en détail, qu'est-ce qu'on fait dans cette profession. Il va vous expliquer. Et donc au début, tous les chercheurs ont pris la classification américaine, ont essayé de l'appliquer chez eux. Le problème, c'est que c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un gars qui, je sais pas moi, qui s'occupe d'un tracteur aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'un gars qui s'occupe d'un tracteur ici. Il peut y avoir une différence de technologie. Donc, cette classification a un avantage, c'est qu'elle permet de comparer les pays, mais l'inconvénient, c'est que le niveau de technologie n'est pas le même partout. Et donc, des fois, ça peut être le même job, mais en fait, ils ne font pas exactement les mêmes tâches. Donc, ce que certains chercheurs ont essayé de faire, parce qu'on n'a pas d'équivalent de dictionnaire des classifications dans tous les pays, essayer de calculer de manière un peu indirecte avec des méthodes économétriques ce qu'ils appellent un country specific RTI, c'est-à-dire un ratio pour le pays en question. Donc chaque méthode a un peu ses inconvénients, c'est pour ça qu'on présente les deux résultats un peu dans une logique de robustesse. Et on trouve donc que globalement ça augmente. Par contre, quand on prend en compte aussi les indépendants, là ça baisse un petit peu. Donc là, encore une fois, une différence entre les indépendants et les salariés, sachant que les salariés sont beaucoup plus dans des secteurs comme le manufacturier, qui sont quand même beaucoup des secteurs de routine. Là, vous ne voyez rien. Je suis désolé. Donc là, vous avez en fait une baisse. En fait, ce qu'on voit, donc là, on compare les deux types d'indices et on voit qu'on a une baisse. Donc, il faut juste que je vous la montre comme ça. Vous voyez une baisse c'est-à-dire que les premières professions, là, c'est l'évolution par centile. Donc l'évolution par centile. Ça, c'est le centile le plus bas vers le centile le plus élevé. Et là, vous avez l'indice de routinisation. Donc l'indice de routinisation est plus élevé pour les faibles catégories, et après ça baisse progressivement. Ça, c'est quand on utilise le country specific
ratio. Quand on utilise le ratio basé sur les États-Unis, on obtient une courbe qui ressemble plus à celle des États-Unis en cloche. Bon, comme vous ne voyez pas, là, ça ne sert à rien que j'insiste. Là, vous voyez mieux. Donc là, on va essayer de calculer les indices de réutilisation par type de travailleur et par industrie. Donc je vous ai dit tout à l'heure, là, vous voyez par exemple, entre 2000 et 2010, c'est beaucoup la construction, alors qu'entre 2000 et 2017, c'est l'agriculture. Et là, au niveau des types d'employés, donc c'était surtout les employés de base, construction, c'est un peu normal, donc, qui augmentaient. Et on avait une baisse, là, j'arrive pas à lire, je vais regarder chez moi. Dans l'agriculture, on avait une baisse, alors que là, c'est l'inverse. Donc là, on a une hausse dans l'agriculture et dans les services, et une baisse dans les machine operators, donc ceux qui s'occupent des machines. Et quand on voit au niveau des secteurs, donc on arrive à trouver la correspondance. Donc là, vous voyez, par exemple, l'agriculture explose, ce qui explique cette hausse de la demande de travailleurs agricoles. Donc est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle se trouvent les travailleurs technologiques, c'est-à-dire à la fois les ingénieurs, les ça, c'est le professional, ça s'appelle. Professionnel, ouais. Ça, donc c'est le professionnel. Ça évolue peu, là. Ça évolue peu. Ouais, ça évolue peu en général. Enfin, en général, là, ça évolue peu parce que c'est pas un pays qui a une demande de professionnels qui augmente beaucoup. Ah oui, l'autre résultat important, c'est que l'administration augmente beaucoup ici. Vous voyez, les trois secteurs qui augmentent le plus, c'est agriculture, administration, et le troisième, c'est les ventes. Donc sales, c'est le secteur des ventes, c'est les épiceries, c'est les supermarchés. Alors, dernier graphique, je vous ai assommé de graphique, c'est une décomposition des déterminants de l'évolution des revenus. Donc on va essayer de regarder pour les différents pareils, c'est toujours en centiles, donc on va regarder du centile le plus bas vers le plus élevé. Donc là, on partage même en déciles. Donc qu'est-ce qui fait que les revenus augmentent ou baissent? Là, vous voyez peut-être pas très bien ici, mais c'est le secteur public. Donc ici, par exemple, le secteur public est un déterminant important des inégalités. C'est-à-dire quand vous êtes dans la première partie de la distribution, le fait d'appartenir au secteur public augmente vos revenus, et c'est l'inverse pour les très hautes. C'est-à-dire, en gros, un ouvrier de base dans le public, il va gagner beaucoup plus qu'un ouvrier de base dans le privé, alors que c'est l'inverse pour un ingénieur. Un ingénieur, évidemment, dans le secteur privé, va gagner beaucoup plus. Donc, le développement du secteur public est un facteur de réduction des inégalités. Donc, ça, tout le monde le savait, mais là, on a vraiment des chiffres qui montrent quelle est la part des inégalités que ça permet de réduire. Il y a d'autres facteurs, tels que l'éducation, tels que l'industrie, etc. Donc là, on voit entre 2000 et 2017, quels sont les autres facteurs. C'est un peu moins évident que pour la partie 2000-2010. Qu'est-ce qu'il y a d'important? L'éducation, là, elle joue un rôle négatif donc pour ceux qui en ont le moins, et un rôle positif pour ceux qui en ont le plus. Donc ça, c'est un peu normal. Il y a l'âge. On regarde le RTI aussi, donc l'index dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, voilà, ça vous donne un peu les différentes composantes. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure avec tout ça? Alors, on peut conclure qu'il y a une diminution significative des inégalités de rémunération. J'insiste encore, donc je dis inégalité de rémunération. Parce qu'il y a un sentiment général dans le pays qu'il y a une forte hausse des inégalités. C'est pour ça que je fais attention de dire des rémunérations. Donc ça, c'est entre salariés. Mais je pense que cette impression des gens, ou ce ressenti, c'est plutôt entre les salariés et les non-salariés. Donc ça, chose que je ne traite pas dans ce papier. La principale raison, donc, c'est la forte diminution des rendements de l'éducation, qui est plus lente après la Révolution. Au niveau des professions, qu'est-ce qu'on trouve comme résultat? On a une réduction de la part de travail non qualifié. Et par contre, le travail moyennement qualifié compense ses pertes après 2010, alors que pour le travail très qualifié, il augmente jusqu'en 2010 et depuis, il ne fait que baisser. Au niveau de la polarisation, on a une polarisation des salaires entre 2000 et 2017, mais pas entre 2010 et 2017. Donc quand on décompose la période 2000-2017, on trouve une polarisation entre 2000 et 2010, mais entre 2000 et 2010 et 2017, rien. Et donc ça, c'est l'effet de la révolution. Donc c'est toutes les embauches qu'il y a eu dans le public, c'est les travailleurs des chantiers qui on a donné des emplois moins précaires peut-être. Donc c'est tout ce qui a été fait, enfin à mon avis c'est l'effet de la révolution, il faudra le démontrer, mais une hypothèse forte en tout cas
que cette deuxième partie, l'absence de polarisation serait due à ça. Ensuite, au niveau des les emplois non routiniers sont faiblement rémunérés. Ils ont connu une croissance des revenus plus élevée que les emplois routiniers. Donc rappelez-vous le tableau qu'on a vu, où les professions de base sont celles qui ont vu leur salaire augmenter le plus. Pour ceux qui ont oublié, c'est ce tableau-là. Voilà. Donc c'est ces chiffres-là. Et donc on a une courbe asymétrique en forme de L en Tunisie, un peu comme la courbe en Chine. Donc c'est voilà, les emplois de base qui ont... c'est plutôt les plus pauvres qui ont rattrapé les moyens, et il n'y a pas eu de phénomène entre les moyens et les riches. Alors, troisième point dans la conclusion, c'est que l'hypothèse principale, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande de qualification. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, augmentation de l'offre de main-d'œuvre qualifiée. Par contre, la spécialisation de l'économie n'a pas permis d'avoir plus de demandes de travailleurs qualifiés, et une certaine forme de désindustrialisation, en tout cas qui est observée du fait de l'explosion des services et d'une certaine stagnation de la part du manufacturier, observée dans beaucoup de pays par ailleurs. Le deuxième point, c'est la modification de la nature du travail. Donc on a essayé de regarder les évolutions. Donc elle est différente entre 2000 et 2010 et 2010 et 2017. Et le troisième point, probablement, qui a joué, c'est les politiques gouvernementales. Donc sous la pression sociale, notamment juste après la Révolution, il y a aussi des objectifs de sécurité qui ont entraîné une très forte... On a regardé les chiffres, il y a une très forte embauche dans les secteurs de la sécurité, policiers, armés, etc. Et ça, c'est dans la catégorie 5, si je me rappelle bien. Donc on a regardé, ça fait partie des chiffres importants. C'est-à-dire ce qui a pu augmenter les salaires d'une certaine catégorie d'emploi là-dedans. Et enfin, les politiques d'embauche et de salaire. Donc pour les politiques de salaire, par exemple, dans le secteur public, comme il y a des négociations, donc État, syndicats, en général, les augmentations sont régulières. Donc ça ne pousse pas aux inégalités, ça pousse à avoir des hausses relativement de 5, de 7, de 6% pour tout le monde, en fait. Donc c'est assez homogénéisant, disons, par rapport à des politiques que vous pouvez avoir dans le privé, où les salaires vont plus dépendre de la productivité ou d'autres facteurs. Alors pour conclure, des prolongements de l'étude, ce serait d'aller un peu plus loin et d'essayer de comprendre vraiment quel est l'impact de chaque facteur. Donc quelle est la part du commerce international, comme disait Pierre au début, des politiques gouvernementales, de l'offre, de la technologie dont on a parlé, dans l'évolution des inégalités de rémunération. Et l'autre m'est venu en lisant un papier hier ou avant-hier. Je vous remercie pour ce séminaire d'ailleurs, parce que ça m'a fait vraiment lire beaucoup et approfondir les choses. C'est la dynamique territoriale. Il y a un papier très très intéressant, encore une fois sur les États-Unis, où ils font une analyse où ils regardent à la fois l'aspect social et territorial en même temps. Donc ils vont regarder, ce qu'ils ont trouvé, c'est que dans les grandes agglomérations, avant, donc, les grandes agglomérations, c'était là où on créait de l'emploi. Donc elles ne permettent plus de créer de l'emploi pour les non qualifiés. Il n'y a plus d'emploi et quand il y en a, ils sont mal payés. Et donc ça, c'est voilà, elles ne peuvent plus jouer leur rôle d'ascenseur social. Ça ne sert plus à rien d'aller dans les grandes villes. Alors ce qu'ils disent, eux, c'est que en tout cas aux États-Unis, dans les petites villes et dans les zones rurales, les gens vieillissent de plus en plus. Donc il y a de plus en plus besoin d'emplois de proximité. Et donc dans le social et du coup dans les services, du care, etc. Donc il y a de plus en plus d'opportunités possibles. Et donc ça redessinerait la carte des emplois, donc avec une réflexion à la fois géographique, économique. Ils disent en tout cas que si on ne fait pas cette réflexion-là, on est complètement à côté de la plaque. Donc il faut vraiment avoir cette analyse. Évidemment, ça c'est aussi un appel à d'autres disciplines pour essayer de réfléchir sur ces questions que la question économique. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Et puis, je suis ravi de débattre avec vous.